Si vous traînez un peu sur Twitter, vous n'avez pas pu passer à côté de la fameuse merguez vegan du stand L214, l'association de défense des animaux, à la fête de l'humain. C'est donc l'occasion pour moi de me pencher sur la question: le végétalisme, plus connu sous son anglicisme véganisme, est-il vraiment l'alpha et l'oméga de la sauvegarde de la planète? Avant de répondre à cette question, attardons-nous sur la communication. La merguez, la représentation du mouton, ça me rappelle les steaks de soja, la boîte de thon vegan à 6 € les 140 grammes, ou encore le faux gras qui est une imitation végane du foie gras. Ça me fait toujours sourire que les véganes aient constamment besoin de reprendre les codes de la nourriture carnée dans leur communication. J'entends ici et là que ce serait du pur marketing pour ne pas trop perturber les nouvellement convertis au véganisme et ne pas bouleverser tous leurs codes. Qui c'est qu'il nous faut? Ouais, je crois moyennement à cette explication. Je suis pas sûre là que ce soit un argument machin. J'ai plus tendance à voir tout ça comme une sorte de Madeleine de Proust coupable non assumée, histoire de se rappeler inconsciemment le plaisir que constitue la consommation de viande. Toujours d'un point de vue visuel, notons le point fermé de couleur rouge, symbole de révolte fréquemment utilisé par les activistes de gauche. Quant à la merguez dans le point et le terme merguez party, j'ai envie d'y voir un clin d'œil coquin à la fameuse merguez party des musclés, mais bon, ça c'est que mon avis. Tiens, on pourrait même voir dans cette démarche un mépris à l'égard des cultures du Maghreb, la merguez étant une saucisse originaire de ce coin du monde. La gastronomie est une composante essentielle de la culture d'un pays. S'approprier un plat et le dénaturer totalement, c'est pour moi une forme de mépris profond pour cette culture. Bref, revenons à notre sujet initial, le véganisme est-il bon pour la planète? Depuis quelques années, le véganisme est présenté comme la solution miracle pour la sauvegarde de la planète. Eh bien, nous verrons que ce n'est pas si simple que ça. C'est un peu compliqué. On est donc parti du principe que la production de produits végétaux requiert plus de ressources que la production de chair animale. Par exemple, pour 1 kg de bœuf, on émettra 7 fois plus de CO2 que pour 1 kg de poulet et 20 fois plus que pour 1 kg de seigle. Même chose pour l'eau. Il faudrait consommer 10 fois plus d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf que pour faire pousser 1 kg de blé. On pourrait donc logiquement penser qu'en supprimant purement et simplement les produits d'origine animale, on réduirait significativement l'empreinte environnementale de notre alimentation. Sauf que dans les faits, les choses ne sont pas si simples. Ah bon? Pourquoi? Ces études comparatives d'émissions de CO2 et de consommation d'eau sont effectuées sur la base d'extrêmes. La peste brune se répand. Le danger, c'est l'extrême droite. Si vous comparez le pire cas de production industrielle de bœuf à l'autre bout de la planète à la salade que vous faites pousser dans votre jardin, vos résultats seront forcément biaisés. C'est pas faux. C'est comme si je voulais vous démontrer que la femme est physiquement plus forte que l'homme en prenant pour exemple d'un côté la femme la plus forte du monde et de l'autre ce mec-là. Certaines études ont en effet démontré qu'il est possible de produire du bœuf zéro émission grâce à des systèmes d'élevage en pâturage permanent spécifiques, l'action des ruminants contribuant à stocker du carbone dans le sol. Je vous mets le lien de l'étude dans la description. On ne peut donc pas dire simplement, sur la base d'une étude ou de plusieurs avec des protocoles différents, que tous les produits animaux sont plus polluants que les produits végétaux. De plus, au fur et à mesure que la recherche scientifique avance sur ce sujet et que l'on comprend mieux les empreintes carbone des différents produits alimentaires, on s'aperçoit que certains aliments sont en fait plus écolos qu'on ne le croyait. Par exemple, une récente méta-analyse menée sur l'impact environnemental des productions alimentaires montre que les produits les plus écologiques sont en fait non pas les végétaux, mais les produits issus de la pêche de petits poissons pélagiques et des élevages de mollusques et crustacés comme les moules. C'est logique, les stocks de petits poissons pélagiques se reproduisent très vite sans intervention ou ressources humaines, à condition qu'on leur laisse le temps de se renouveler. Et les élevages de mollusques ne nécessitent ni ressources, ni énergie, ni pesticides, ni sol agricole, contrairement aux productions végétales ou à l'élevage terrestre. Les chercheurs ont aussi mis en évidence que le saumon d'élevage, s'il est mené dans de bonnes conditions, a un impact écologique très faible. Toutes ces données incitent déjà à penser que choisir une alimentation 100% végétale n'est pas forcément le choix le plus écologique, car il existe des productions d'origine animale qui sont parfois tout à fait écologiques, si ce n'est plus que certains aliments végétaux. En vérité, au-delà de ce que l'on choisit de manger ou pas, c'est surtout le mode de production, de conditionnement et de transport de ce qu'on mange qui affecte l'impact de notre alimentation sur la planète. Par exemple, si on ne se nourrit que de produits végétaux importés issus de l'agriculture intensive tels que l'avocat, le riz, les noix de cajou, le quinoa, le millet ou le soja, on polluera bien plus que si on a une alimentation omnivore modérée issue de l'élevage ou d'une agriculture respectueuse de l'environnement en circuit court. Tiens, prenons le cas de la production d'amandes en Californie. Pour suivre la demande mondiale d'amandes qui a explosé ces 10 dernières années, les États-Unis sont contraints d'affecter 70% des abeilles pollinisatrices du pays à la seule production californienne d'amandes. Oui, j'ai bien dit affecter, c'est-à-dire que des millions d'abeilles sont transportées chaque année de tous les États-Unis vers la Californie. Par conséquent, ces abeilles se retrouvent exposées au stress du transport, à l'appauvrissement de leur alimentation, à l'affaiblissement de leur système immunitaire et leur exposition massive aux pesticides et autres fongicides, ce qui cause la disparition de beaucoup d'entre elles. Une part de plus en plus importante de la recherche scientifique récente contribue à montrer que le système
système alimentaire le plus écologique est avant tout celui qui permet de produire et de consommer de tout avec modération et dans le respect des spécificités écosystémiques locales. On va tomber dans un extrémisme extrême. En fait, ce que font les Sandrine Rousseau et consorts, c'est de la pure récupération. En vérité, ce qui importe surtout aux militants pour le véganisme, c'est la condition animale. La présidente de l'association Animal Libre, Tiamat Robillard, déclarait d'ailleurs à l'organisation Reporter: le véganisme, c'est la justice pour tous les êtres, le droit à la liberté, au bonheur de chaque être sur Terre. Militer pour le véganisme, c'est militer pour la vie. Nous sommes, paraît-il, de la viande à cuire, bon pour agonir, pour votre plaisir. Les animaux ne sont pas sur cette planète pour nous, mais avec nous. Comme le greenwashing est à la mode, les militants véganes ont décidé de mettre en avant le combat pour sauver la planète plutôt que leurs considérations idéologiques personnelles antispécistes qui ont du mal à convaincre le plus grand nombre. Terminons avec quelques petites crottes de nez un peu hors sujet pour en finir avec ces écolos véganes de pacotille. Une enquête récente d'Ipsos a recensé le comportement des Français relatif à leur empreinte carbone et ce en tenant compte de leur sympathie politique. Eh bien, on constate que ceux qui prennent l'avion plusieurs fois par an sont les sympathisants de gauche ou du centre. Ainsi, les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts sont 1,7 fois plus nombreux que ceux du Rassemblement National à prendre l'avion plusieurs fois par an. Ah là là, les écolos, ces grands protecteurs de la planète. You are fake news. Ce résultat n'est pas tellement surprenant en fait. L'électorat EELV est principalement composé de bourgeois des centres-villes ayant un pouvoir d'achat élevé, donc plus enclin à voyager en utilisant ce mode de transport, tandis que l'électorat RN est très souvent composé de prolétaires ou de Français de la classe moyenne qui n'ont ni le budget ni le loisir de voyager régulièrement. Autre petite crotte de nez amusante qui me vient directement du très cher Léopold de Le Goat, les véganes sont des pétomanes et font plus caca que les autres. What? Non, ce n'est pas une vanne. Une étude très sérieuse a été menée sur ce sujet et est arrivée à la conclusion que la consommation de végétaux favorise les flatulences car cela promeut les bactéries intestinales qui se nourrissent de leurs fibres. La digestion par ces bactéries produit de l'hydrogène, du méthane et du dioxyde de carbone ainsi que du sulfure d'hydrogène qui donne l'odeur au pétou. C'est comme les vaches en fait, ça bouffe que de l'herbe et ça pète tout le temps, et ouais. Voilà, ça c'était pour rigoler un peu car le caca c'est rigolo. Ouais, c'est marrant. Vous trouverez le lien de cette étude toujours dans la description. Bref, pour conclure, je dirais qu'il faut considérer ces activistes pour ce qu'ils sont, des escrocs obsédés par le signalement de vertu. De notre côté, si on veut vraiment être utile à la planète, tâchons d'avoir une alimentation saine et respectueuse de l'environnement, équilibrée et raisonnée. C'est le mieux que nous puissions faire.